Il est bientôt 15h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour l'après-midi info avec cette actualité sur la garde à vue du suspect de l'attaque qui a fait un mort et 2 blessés hier soir à Paris et qui a commencé ce matin. 3 proches du suspect, on l'apprend, sont également en garde à vue. On fera le point dans ce journal avec Mathias Tesson et on en apprend plus également sur le profil du suspect au fil du temps. Un jeune Français radicalisé en contact avec d'autres djihadistes qui évoquent notamment la persécution des musulmans en Palestine comme motif à son passage à l'acte. Une réunion sécuritaire aura lieu en fin d'après-midi à Matignon et le procureur antiterroriste exprimera lui aussi dans la soirée. L'homme souffre de troubles psychiatriques lourds. Selon une source policière, à compter de mars 2022, il a arrêté son traitement médicamenteux en accord avec son médecin. Le 19 septembre de la même année, le juge d'application des peines a ordonné une injonction de soins. Le médecin coordonnateur ne concluait pas à la nécessité de reprendre un suivi médicamenteux. Aucune dangerosité d'ordre psychiatrique n'était identifiée au terme du dernier rapport d'avril 2023. Nous prendrons évidemment aussi des nouvelles des victimes. Vous le savez, il y a tout d'abord un touriste âgé de presque 24 ans qui a été tué. Malheureusement, un Allemand d'origine philippine. Mais il y a aussi 2 blessés, un Britannique blessé à l'œil droit et un homme blessé à la pommette qui se promenait avec sa femme et son enfant. Les 2 blessés sont en bonne santé selon le ministre de la Santé. On fera le point dans un instant. Et puis dans l'actualité également ce dimanche, le fils des 2 personnes découvertes mortes lundi, brûlées à leur domicile en Isère, a avoué les avoir tuées. L'adolescent de 15 ans a été interpellé hier à Montpellier et placé en garde à vue à Grenoble où nous serons dans un instant. Bienvenue dans cette édition, toujours largement consacrée à cette attaque au couteau. Hier à Paris, on essaie de comprendre ce qui s'est passé lors de cette attaque qui a fait, on le rappelle, un mort et 2 blessés. Le suspect actuellement est en garde à vue, un Français de 26 ans, fiché S, condamné en 2016 à 4 ans de prison pour un projet d'action violente à la défense. Un homme qui souffre de troubles psychologique. Avant d'avancer sur ce point d'enquête, le point tout d'abord sur les victimes de cette attaque et sur le contexte dans lequel tout cela s'est passé. Un jeune homme est mort, on vous l'a dit, il a été poignardé. Un touriste de double nationalité allemande et philippine qui allait avoir 24 ans, dans 3 jours à peine. Mais Raphaël Lazreg, on vous retrouve. 2 autres personnes ont également été blessées au marteau dans cette attaque. C'était au niveau du pont de Bir Hakeim, là où on vous retrouve. Vous êtes d'ailleurs avec un témoin de cette attaque. Oui, je suis avec Hugo qui fait partie du voisinage, qui habite à quelques mètres de là où on se trouve au pied du pont Bir Hakeim. Bonjour Hugo, première question, est-ce que vous êtes choqué ? Non, malheureusement on n'est pas du tout choqué, ça devient de plus en plus fréquent ce genre d'attaque. Et voilà, en vérité on est en colère. On aimerait bien une réaction de nos politiques, une vraie réaction, que ce ne soit pas juste de la communication mais des actes. Ils sont aux manettes de l'État, ils devraient nous protéger, assurer les fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire protéger nos frontières, protéger les citoyens et arrêter de faire de la communication, de s'occuper de ce qui se passe en Israël, que Macron s'occupe des Français. C'est important cet après-midi d'être présent ici sur place pour rendre hommage à la personne qui est décédée. Oui, c'est important de venir ici, de ressentir les émotions, les énergies. Nous, c'est une rue qu'on emprunte 3-4 fois par jour, soit pour faire nos courses, soit pour se balader. Hier, on était censé sortir avec ma copine et passer là, sous ce pont. Donc ça aurait très bien pu être nous. En plus, on était censé sortir à 22h, donc exactement au moment de l'attaque. Donc on se sent touché, mais voilà, c'est de plus en plus fréquent, donc on n'est pas du tout étonné. Voilà. Ouais, étonné. Bon, merci Hugo qui habite juste à quelques mètres de l'endroit où on se trouve actuellement. Merci beaucoup Raphaël Lazreg pour BFM TV, pont de Bir Hakeim. L'enquête qui se poursuit avec cette garde à vue de ce suspect qui a donc été arrêté, neutralisé au taser par les policiers hier. Et puis on apprend à l'instant qu'il y a 3 personnes de son entourage qui sont aussi en garde à vue. On va y revenir dans un instant avec vous Mathias Tesson, mais d'abord on va se rendre devant les locaux de la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris avec Jeanne Daudet, cet homme qui est en garde à vue et qui parle. Que dit-il, Jeanne ? Écoutez, oui, effectivement, la garde à vue de cet homme a commencé très tôt ce matin, là où je me trouve, dans les locaux de la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris. En garde à vue, cet homme évoque la persécution des musulmans. Voilà ce qu'il explique, notamment des musulmans de Palestine et de Gaza. Peut-être d'ailleurs que le conflit au Proche-Orient a pu être un déclencheur de son passage à l'acte. Tout cela reste bien sûr encore à déterminer. Et cette persécution qu'il évoque des musulmans
musulman, eh bien, il l'avait déjà précisé, il l'avait déjà évoqué lors de son interpellation hier soir, juste après l'attaque. Et puis, au moment de son interpellation, il a aussi évoqué qu'il voulait mourir à la fin de son action. Voilà donc ce qu'il a expliqué à la police. Voilà donc ce qu'il explique encore en ce moment en garde à vue. Une garde à vue qui peut durer au total jusqu'à 4 jours. Jeanne, quel est le profil de cet homme? On en apprend un peu plus au fur et à mesure de l'enquête. Oui, effectivement, sur son profil, déjà, on peut vous dire que c'est un individu qui est psychotique, solitaire, sans vie sociale, qu'il est instable et qu'il est aussi très influençable, que ce soit par ses proches ou par l'actualité. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous parlais tout à l'heure de ce qui se passe au Proche-Orient et que peut-être, au vu de l'actualité, eh bien, il a été influencé et que cela a permis son passage à l'acte. Et puis, c'est un individu qui est connu des services de renseignement français puisqu'il est fiché S, notamment, parce qu'il a été arrêté en 2016. Il a été arrêté en juillet 2016. Cette année-là, il projetait de commettre une action violente dans le quartier de la Défense. Voilà ce qu'on apprend. On apprend aussi que la même année, il avait des contacts déjà dans la djihadosphère. Il avait notamment une relation sur Facebook avec le tueur du couple de policiers de Magnanville. Et puis, il avait discuté également cette année-là avec l'assaillant qui s'en était pris au Père Hamel à Saint-Étienne du Rouvray. Il avait également en 2016 des velléités de départ en Syrie. Pour toutes ces questions, pour toutes ces raisons, il avait été arrêté cette année-là, condamné ensuite à 5 ans de prison, dont 1 an de mise à l'épreuve pour association de malfaiteurs terroristes. Il était donc allé en prison, prison dans laquelle il avait suivi notamment un traitement médical qu'il avait poursuivi lors de sa libération en 2020, mais qu'il avait arrêté ce traitement 2 ans plus tard, en 2022. Merci beaucoup Jeanne. Jeanne Daudet, donc devant les locaux de la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris avec Philippe Vigneault. Mathias Tesson est avec nous du service police-justice. Mathias, il y a donc 4 gardes à vue actuellement, l'assaillant et 3 membres de son entourage. Oui, absolument, c'est ce qu'on a appris cet après-midi. Il y a cet assaillant donc de 26 ans qui a été placé en garde à vue hier soir, peu de temps après les faits qui lui sont reprochés. Et puis désormais, 3 autres membres de sa famille, 3 membres de sa famille ont également, de son entourage familial plus précisément nous dit-on, ont été également placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Alors c'est, j'allais dire classique, puisque les enquêteurs essayent d'obtenir le plus d'infos sur cet homme, sur son passage à l'acte, sur la nature de ses liens avec une éventuelle entreprise terroriste. Est-ce que des personnes dans son entourage ont pu le pousser à passer à l'acte? Est-ce que ces personnes de son entourage ont des choses intéressantes à dire dans le cadre de la manifestation de la vérité? Évidemment, c'est pour ça que les enquêteurs interpellent aussi des membres des entourages de ces personnes mises en cause dans des affaires de terrorisme. C'est pour obtenir davantage d'informations, ce qui ne veut pas dire, et c'est important de le souligner, qu'à l'issue de ces gardes à vue, les 4 personnes seront toutes mises en examen pour ces faits de nature terroriste. Il est très fréquent qu'elles soient libérées, ces personnes aussi, à l'issue de ces nombreuses heures de garde à vue et qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. Oui, on est donc au recueil des informations. Et puis, on apprend également de sources judiciaires que le suspect était en contact avec l'assassin de Samuel Paty. C'était une des interrogations. Oui, on savait déjà que cet homme, ce suspect, il comptait parmi ses amis numériques, entre guillemets, Larossi Abala, le tueur de Magnanville, ça c'était en 2016, qu'il était également en lien avec Adel Kermiche, le tueur du père Hamel, là encore en 2016, et on apprend effectivement de sources judiciaires que cet homme, cet assaillant, était également en contact avec une figure bien connu du terrorisme, avec Abdullah Kanzorov, celui qui a assassiné Samuel Paty. Des échanges, nous dit-on, de nature numérique, des conversations qui remontent à 2020, c'est-à-dire il y a 3 ans, avant le passage à l'acte d'Abdullah Kanzorov. Merci beaucoup Mathias. L'une des questions principales aussi concernant cette enquête, c'est le suivi médical de cet homme qui donc souffre de troubles psychiatriques lourds, qui présente un profil psychotique, individu psychotique, solitaire, sans vie sociale, instable et très influençable. C'est ce qui ressort de son profil. Il était sous traitement, cet individu, il avait donc arrêté ce traitement. On voit ça avec Pauline
je n'ai plus le nom. Pauline Sarafi, excusez-moi. Depuis son arrestation et sa condamnation en 2016 pour association de malfaiteurs terroristes, le suspect de l'attaque au couteau commise à Paris bénéficiait d'un traitement médical. À l'issue de sa période d'incarcération, il lui avait été ordonné d'être suivi psychiatriquement. Il avait un suivi qui n'était pas un suivi où il devait être hospitalisé, il devait suivre un traitement. Mais il y a un peu plus d'un an, en mars 2022, il arrête son traitement médicamenteux en accord avec son médecin. Les mois suivants, un juge d'application des peines ordonne une injonction de soins, mais aucune nouvelle mesure n'est prise à son encontre. Ses médecins ne sont pas unanimes. L'arrêt de ces soins a-t-il pu avoir une incidence sur sa détermination ? Il a bien réfléchi où il tapait, d'accord, comment il assassinait le monsieur, comment il allait frapper les autres. Donc, les experts psychiatres vont se pencher là-dessus. Mais si, par exemple, on lui donnait juste un peu d'une benzodiazépine le soir pour qu'il puisse faire dodo, c'est pas un cas psychiatrique. Vous comprenez la différence. Au moment de son interpellation, l'assaillant fiché S aurait déclaré qu'il ne supportait pas la persécution des musulmans, notamment en Palestine. L'enquête devra donc déterminer si les récents événements au Proche-Orient ont pu déclencher son passage à l'acte. Alors Esfal, on va faire le point avec vous justement sur cette dimension psychotique donc du profil de l'assaillant, du suspect, avec, on l'expliquait tout à l'heure, divers va-et-vient entre les médecins qui, au printemps 2022, avaient autorisé Armand R à ne plus prendre ses médicaments, la justice ensuite qui en a fait l'injonction donc de reprendre ses médicaments, puis finalement un médecin coordinateur qui décide que ce n'est pas nécessaire, qu'il ne présente pas de dangerosité particulière qui nécessiterait cette prise de médicaments. Qu'est-ce qui a péché dans ces différents diagnostic du côté administratif, du côté judiciaire, du côté médical, et qu'est-ce qui peut être apporté comme solution pour ne plus se retrouver dans ce genre de situation ? Alors, l'enquête le dira, parce que je crois que c'est vraiment un problème complexe, et il s'agit de l'envisager comme complexe. Encore une fois, c'est possible. Ça apparaît complexe. Hein. C'est possible qu'une maladie telle que la psychose, qui est effectivement pas une maladie qu'on soigne avec des benzodiazépines le soir, qu'une psychose évolue, régresse, reprenne. Et qu'il y ait de nouvelles décompensations sous l'effet de problèmes que la personne rencontre dans sa vie. Donc on ne peut pas prévoir. Donc l'état de santé peut évoluer. Il est fluctuant en fonction du traitement qui est pris ou pas pris, de ce qui se passe dans sa vie, de la personne en question, et des événements, de ce qui peut le soigner ou le détruire. Alors j'aimerais quand même ajouter une précision sur l'incarcération. Parfois, l'incarcération déclenche des problèmes psychiatriques. Parfois, ça arrive. Mm-hmm. Parfois, ils ne sont pas perçus. Parfois, du coup, ils ne sont pas soignés. Ça arrive. Après, il y a aussi les suivis dont les détenus, lorsqu'ils sortent, bénéficient. Donc ça, c'est important. Mais parfois, il y a des ruptures de traitement. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, il y a aussi l'accentuation du vécu de préjudice par les personnes incarcérées, ça c'est aussi important, et ça n'a rien de psychiatrique. C'est-à-dire que certaines personnes, lorsqu'elles sont incarcérées, jugées, accentuent un sentiment d'être persécutées encore plus qu'avant. Donc finalement, c'est comme ça qu'elles se radicalisent, finalement encore plus que lorsqu'elles étaient incarcérées. Donc ça aussi, il va falloir examiner ce qui s'est passé pour lui. Après, j'aimerais aussi ajouter quelque chose sur la question psychiatrique en particulier. On manque en prison aussi de professionnels de santé pour s'occuper des personnes qui ont des problèmes psychiatriques légers ou sévères. Ensuite, en sortant, on manque de personnel aussi pour s'occuper en ambulatoire de personnes qui devraient venir non pas tous les 2 mois ou 4 mois, etc., mais beaucoup plus souvent. Donc ça aussi, c'est un problème à prendre en compte, un suivi beaucoup plus régulier. Et pour ce qui est des solutions, il y a aussi d'autres, parce que là on parle de personnes fortement radicalisées. Type psychopathiques qui sont passés en prison, type psychotiques qui sont pris en charge en plus par la psychiatrie. Mais il y a aussi des personnes faiblement radicalisées qu'on pourrait prendre en charge beaucoup plus tôt, avant qu'elles passent à l'acte, avant même qu'elles passent en prison. Et en psychiatrie, c'est les personnes radicalisées de bas spectre.
dont on s'est occupé au Centre de prévention, insertion et citoyenneté de Pontourny, qui était une politique publique qui date de 2016-2017 et qui pouvait prendre en charge des personnes avec des problématiques à un stade léger, avec des problématiques d'affiliation, d'appartenance, une appétence pour la violence, un désir de notoriété, etc., mais pas à un stade... Pourquoi vous en parlez au passé? Il n'existe plus ce centre? Ce centre a fermé et ça aurait été une bonne idée, justement, de poursuivre des politiques publiques pour des personnes radicalisées de bas spectre avant qu'elles ne passent à l'acte et qu'on soit obligé de soigner dans l'urgence des situations aussi catastrophiques. Laure Westphal, ce qui interroge là, c'est qu'effectivement que ce suivi il a été arrêté. On parle d'une personne radicalisée qui a été condamnée à 4 ans de prison pour avoir voulu commettre une attaque terroriste à la Défense. Est-ce que, et tout à l'heure Jean-Pierre Colombiès nous le disait, finalement ces personnes-là, elles ne changent jamais, elles ont toujours leurs convictions. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un traitement à vie pour ces personnes-là? On parle quand même de personnes très dangereuses pour la société. Alors, il y a des personnes faiblement radicalisées qui ont pu se déradicaliser, entre guillemets, c'est-à-dire choisir une autre option pour leurs problèmes. Il y a des personnes avec des problèmes psychiatriques lourds qui choisissent la radicalisation pour se soigner, entre guillemets, puisque, en quelque sorte, l'idéologie est une idéologie collective de persécution, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un individu qui se sent persécuté, il choisit une idéologie qui, avec d'autres, lui permet de se sentir persécuté avec d'autres et donc de remédier à un sentiment de préjudice. Un traitement, par exemple, neuroleptique ou quelque chose comme ça, peut atténuer le sentiment de persécution et permettre à un individu d'avoir d'autres alternatives que de se radicaliser. Merci pour ces précisions. Alors, Westphal, évidemment, c'est très difficile à dénouer et l'enquête va s'attarder à tenter de le faire. On va en parler dans nos prochaines éditions. Mais l'autre actualité forte également aujourd'hui, c'est 6 jours après la découverte de 2 corps calcinés et présentant des blessures par arme à feu dans leur maison de Châteauvillain dans l'Isère. Eh bien, le fils cadet des victimes, Valentin, 15 ans, vient d'avouer le double meurtre. On prend la direction de Grenoble où l'adolescent a été placé en garde à vue après son interpellation hier à Montpellier et où il a donc fait ses aveux. Les précisions de Chloé Giraud sur place. Effectivement, et le procureur de la République de Grenoble a annoncé ce matin, Valentin a donc avoué le meurtre de ses parents au cours de cette garde à vue, une garde à vue qui par ailleurs a été donc prolongée de 24 heures. L'adolescent, il avait été retrouvé hier à Montpellier, soit à près de 300 km de son domicile. Ce sont des membres de la section de recherche de la gendarmerie de Montpellier qui l'ont interpellé et qui l'ont immédiatement placé en garde à vue. Ensuite, il a donc été transféré ici à Grenoble après 6 jours de recherche. Ces recherches, elles avaient commencé lundi, donc suite à la découverte de ces 2 corps dans l'incendie de la maison familiale située à Châteauvillain dans l'Isère. Des corps qu'on a retrouvés calcinés par les flammes, mais qui présentent aussi des traces de blessures par balle. Et cela fait désormais peu de doute. Il s'agit donc très probablement des corps des parents de Valentin. Une enquête pour assassinat a été ouverte. Pour le moment, on n'en sait pas plus sur les circonstances de ce meurtre. En tout cas, le jeune homme devrait donc rester en garde à vue jusqu'à demain matin. Et ensuite, il devrait être présenté à un juge d'instruction qui décidera des suites à donner, c'est-à-dire un placement en détention ou non de l'adolescent. Voilà pour les précisions donc, de Chloé Giraud sur place. Laure Westphal, vous voulez également rajouter quelque chose sur ce sujet? Dans ce cas précis, encore une fois, c'est extrêmement important de savoir de quoi souffre ce jeune homme, parce qu'il est également possible qu'il s'agisse là encore d'une psychose. C'est pas sûr, mais c'est quand même très probable. On a des statistiques sur les parricides? C'est beaucoup plus fréquent dans la psychose que dans d'autres formes d'organisation psychique. Maintenant, il s'agirait avec ce jeune homme de savoir quel était le degré de discernement qu'il avait lorsqu'il a commis son passage à l'acte, parce que s'il s'agit d'une schizophrénie paranoïde, comme c'est peut-être le cas, on le verra, on va pas s'avancer, il est probable qu'il ait agi sous l'influence d'hallucinations ou de délire. Voilà. Et donc, il s'agira d'identifier le degré de rapport à la réalité qu'il maintenait au moment où il est passé à l'acte. Mais à partir du moment où on commet un tel acte, c'est comme pour l'histoire tout à l'heure de l'attaque au couteau, on a forcément des troubles psychiatriques, non ?
Mais pour en arriver là. Comme le disait la personne qui parlait tout à l'heure, troubles psychiatriques, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. C'est vraiment énorme, quoi, les troubles psychiatriques. Donc, il peut y avoir des troubles psychiatriques très sévères où la personne ne se rend pas compte, en fait, de ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle agit sous l'impulsion d'idées délirantes, d'hallucinations, ce qui n'a rien à voir, par exemple, avec quelqu'un qui est psychopathe et qui connaît les lois, est conscient, agit à l'encontre des limites et de ce qui est acceptable sciemment. Ça n'a strictement rien à voir. Il y en a un qui relève de la psychiatrie, l'autre qui relève de la justice. Merci Laure Estal. On fera évidemment toute la lumière sur cette affaire dans d'autres journaux. Restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons évidemment sur les suites de cette enquête. Donc, après les faits survenus hier à Paris, cette attaque au couteau qui a fait un mort et 2 blessés. À tout de suite. Une belle connexion entre nous. La météo avec SFR, élu service client de l'année pour la 2e année consécutive. Votre météo avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale pour sortir son logement du statut de passoire thermique. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est déjà Noël sur la place des Héros d'Arras. La neige est bien tombée en tout début de journée ce dimanche. Alors cela dit, la pluie a pris le relais aux alentours de la mi-journée. Ce sera exactement le même scénario pour ce lundi, avec un peu moins de gelée. Vous voyez les gelées les plus intenses enregistrées en agglomération ce dimanche en tout début de matinée. Moins 3 degrés notamment pour Lille, pour Arras, moins 8 à Nevers ou encore dans le Cantal, moins 2 à Paris. Et du côté de Toulouse, on va quand même ajouter quelques degrés d'ici à ce lundi, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, pluvieuse, venteuse. Ce sera une journée assez agitée avec ce vent de sud qui va bien souffler. Pour autant, on aura encore un peu de neige en tout début de matinée, principalement le long des frontières du Nord. De quoi blanchir le sol, de quoi ajouter quelques centimètres dans les Hauts-de-France. Dans le Grand Est, prudence, on aura du verglas sur les régions centrales dans l'après-midi avec le vent de sud. C'est la pluie qui prendra le relais où vous soyez cette fois-ci, mais ça va rester perturbé. On aura quelques éclaircies supplémentaires près de l'océan. Les plus belles éclaircies vont se concentrer sur le Roussillon. Ce sera la seule exception de cette journée. Les températures, très contrastées encore. En matinée, de moins 4 degrés à Strasbourg jusqu'à 10 degrés dans le Pays Basque. Dans l'après-midi, ça va remonter. Ça va se radoucir, notamment 9 degrés à Paris, jusqu'à 15 degrés prévus à Perpignan pour ce lundi. Ce redout va se confirmer dans les jours qui viennent, peu à peu donc. Le ressenti sera un peu moins froid, oui, mais ce sera tout aussi perturbé. La semaine prochaine, mardi, les pluies vont remonter vers le nord. Mercredi, on va faire une pause entre 2 passages pluvieux, mais le défilé reprendra dès jeudi par l'ouest du pays. Une belle connexion entre nous. C'était la météo avec SFR, élu service client de l'année pour la 2e année consécutive. C'était votre météo avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. Votre programme avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. Vous avez envie de passer un bon week-end? Commencez dès le vendredi avec moi dans Week-end Direct. Loin des bruits et de l'agitation, c'est l'heure idéale pour interroger notre époque. Grâce à nos invités, c'est l'occasion de comprendre le monde qui nous entoure et les événements qui le secouent. Week-end Direct, le vendredi, samedi et dimanche dès 22h en direct sur BFM TV. Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. Toi, je l'adore. Qu'est-ce qu'on est bien sur cette route? Ils l'ont refaite, non? Non. Ah si.
Ça va être une belle journée. Vous allez adorer la vie en électrique. Citroën IC4 électrique est à partir de 199 € par mois, avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Citroën IC4 et nouvelle IC4X électrique. Disponible jusqu'à 420 km d'autonomie. Un compte, une carte et des placements. Rejoignez la révolution financière Rain. Et découvrez une nouvelle façon de gérer votre argent. Rain.finance. Vous voyez la jolie voiture? Hop, vous la voyez plus. Eh oui, maintenant qu'elle a servi dans cette publicité, vous pouvez la retrouver chez Aramis Auto avec beaucoup d'autres voitures qui ont à peine roulé et jusqu'à 30% moins cher que les neuves. Trouvez votre nouvelle voiture sur aramisauto.com. C'est vraiment la nouvelle Opel Corsa électrique? Yes. Of course. Elle est cool à conduire. Elle est grave stylée. Et elle se charge vite? Sérieux? Yes. Of course. Pendant les portes ouvertes Opel, nouvelle Corsa électrique ou essence est à partir de 109 € par mois. Vous lui avez dit oui. Puis vous avez dit oui devant tous vos proches. Quand le petit est arrivé, vous l'avez dit à la famille et aux collègues aussi. Puis vous avez annoncé votre promotion à votre grand-mère. Donc c'est comme si vous l'aviez dit à tout le village. Pareil pour votre retraite. Toute votre boîte l'a su. Alors maintenant que vous l'avez dit à tout le monde, vous pouvez nous le dire aussi. En nous déclarant les moments importants de votre vie, vous pouvez ajuster votre impôt. L'impôt s'adapte à votre vie sur impôt.gouv.fr. C'est mon père qui a été choisi pour porter la flamme olympique. Lui-là, même qu'elle vient de Grèce. Ça se peut pas. Elle passe par toute la région de France. Jusqu'à Paris. Ça se peut pas. Pour que les Jeux de Paris 2024 brillent dans toutes les régions, Je vois que ça se peut. Caisse d'épargne est parrain officiel du relais de la flamme olympique. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Nous n'avons pas les mêmes vies, ni les mêmes passions, mais nous partageons bien plus. En relevant nos manches, nous participons à soigner 1 million de personnes. Nous sommes les changeurs d'histoire, les joueurs collectifs, les optimistes nés. Nous sommes les donneurs de sang. Si on est tous concernés, c'est qu'on a tous besoin de bouger. Rejoignez les métiers des services auto, moto, camion, vélo. On a un monde à faire tourner. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés. Fort de cette singularité, chacun de nous mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir n'est pas seulement une question d'acuité visuelle. C'est une capacité à privilégier ce qui nous unit. Bien entendre nous amène à bien nous entendre. À construire des relations durables qui nous font voir l'avenir avec confiance et optimisme. Ensemble, nous avons fait d'Optical Center une référence de l'optique et de l'audition en France. Ensemble, nous continuerons à bâtir des relations de confiance et de bienveillance afin de construire une humanité plus solidaire, plus à l'écoute, plus en paix, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Vivre, il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin, et je me sens mieux dehors. Vivre, soleil, terre, forêt, les plaines, entrer dans le sang de nos veines, nous devons devenir forts, nous devons vivre.
Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. Votre programme avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Il est 16h, c'est l'actualité principale de ce dimanche. Les suites de cette attaque au couteau hier à Paris qui a fait 1 mort et 2 blessés. Le suspect est en garde à vue. Il était radicalisé, fiché S. Il avait été condamné à 4 ans de prison en 2016 pour un projet d'attaque. En garde à vue, il évoque la persécution des musulmans en Palestine et a dit vouloir mourir lors de son interpellation. Le profil du suspect a aussi démontré qu'il souffre de troubles psychotiques graves pour lesquels il était traité. Un traitement qui a cessé en mars 2022 en accord avec son médecin. Or, en septembre de la même année, un juge d'application des peines ordonnait une injonction de soins, mais pas jugée nécessaire par le médecin coordinateur qui concluait en avril 2023 à l'absence de dangerosité psychiatrique. Des décisions contradictoires ont-elles mené au drame d'hier? On en parle avec nos experts. Dans l'actualité également de ce dimanche, Valentin, l'adolescent de 15 ans interpellé hier dans l'Hérault, a avoué être l'auteur du meurtre de ses parents. Leur corps calciné avait été retrouvé dans leur maison en Isère. Ils portaient des plaies par arme à feu. Édition donc très largement consacrée à cette attaque au couteau à Paris hier qui a fait 1 mort et 2 blessés. Le suspect était fiché S, un Français de 26 ans qui avait été condamné à 4 ans de prison en 2016 pour un projet d'action violente. Un homme qui souffre de troubles psychiatriques lourds. Il est actuellement en garde à vue. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Un touriste allemand a été tué hier. L'assaillant a été neutralisé par la police. On va y revenir dans un instant. Il est actuellement donc en garde à vue dans le 17e arrondissement de la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris. C'est là qu'on vous retrouve Jeanne Daudet. Que dit cet homme aux enquêteurs, Jeanne ? Écoutez, sa garde à vue a commencé très tôt ce matin. Cet homme de 26 ans explique aux enquêteurs il a évoqué avec eux la persécution des musulmans dans le monde, notamment en Palestine. Et le conflit au Proche-Orient en ce moment pourrait d'ailleurs être un déclencheur dans son passage à l'acte. Tout ceci reste bien entendu à déterminer par les enquêteurs. Au moment de son interpellation, il avait déjà évoqué cette situation auprès des policiers qui l'ont arrêté. Il avait aussi expliqué au cours de son interpellation hier soir qu'il voulait mourir à la fin de son action, mourir donc en martyr lors de cette action hier, lors de cette attaque. Sa garde à vue a donc débuté ce matin. Elle peut durer au total 4 jours. 3 autres personnes ont été placées en garde à vue par les enquêteurs. 3 autres personnes de son entourage. Voilà ce qu'on apprend aussi cet après-midi. Et puis Jeanne, également, l'enquête et les informations s'affinent sur le profil du suspect. Exactement, d'heure en heure, on en sait un peu plus sur cet homme. C'est un individu qui est psychotique, solitaire, sans vraiment de vie sociale, assez instable aussi et très influençable. Et ça aussi, ça va être important pour les enquêteurs. Il est influençable par des connaissances ou bien encore par l'actualité. Voilà ce que l'on apprend. Donc, je vous parlais tout à l'heure du conflit au Proche-Orient. Ça pourrait peut-être, avec les images qui ont été relayées, être l'un des déclencheurs. Cet homme, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est connu des services de renseignement français. Il est fiché S. Il a déjà été arrêté. C'était en juillet 2016. Cette année-là, il avait des relations, notamment avec la djihadosphère, Il avait cette année-là un projet d'action violente, une attaque dans le quartier de la Défense. Voilà ce qu'on apprend. Et puis, on sait qu'il avait des relations sur Facebook, notamment avec le tueur du couple de policiers de Magnanville. On sait également qu'il avait discuté avec celui qui s'en était pris au Père-Amel lors de l'attaque de Saint-Étienne-du-Rouvray et qu'il avait cette année-là des velléités de départ en Syrie. Pour toutes ces raisons, il a été condamné à 5 ans pour association de malfaiteurs terroristes, 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis pour de la mise à l'épreuve. Lors de son incarcération en prison, il avait d'ailleurs été placé sous traitement médical lorsqu'il a été libéré en 2020, mais qu'il a arrêté ce traitement 2 ans plus tard, en 2022. Merci beaucoup, Jeanne Daudet, devant la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris avec Philippe Vigneault. Mathias Tesson, donc 4 personnes en garde à vue, l'assaillant et 3 membres de son entourage. C'est assez classique finalement dans ce genre d'enquête, on élargit à l'entourage. Oui, souvenez-vous du tueur d'Arras. Lui aussi avait été évidemment placé en garde à vue, mais aussi une dizaine de personnes au total de son entourage familial, des proches, etc. Il s'agit pour les enquêteurs d'essayer de voir s'il y a pu y avoir certaines complications
complicité, mais aussi et surtout de rassembler le plus possible d'informations dans un délai de temps qui, même si les faits de nature terroriste impliquent une garde à vue de 96 heures, c'est quand même assez resserré. 96 heures, hein, c'est 4 jours. Et pour les enquêteurs, voilà, il s'agit de rassembler le plus possible d'informations, le plus possible de preuves également, et puis d'essayer de comprendre si, dans ce qui a pu être trouvé chez lui, en perquisition, dans son téléphone, dans son ordinateur, si des choses intéressantes concernant sa radicalisation ou son passage à l'acte peuvent éventuellement être trouvés. Pour autant, les gardes à vue de son entourage et des membres de sa famille ne signifient pas que ces personnes seront, à l'issue des 96 heures de garde à vue, elles aussi mises en examen pour les faits de nature terroriste qui nous intéressent. Il se peut qu'elles soient remises en liberté et sans poursuite. Mathias, on apprend également que dans les contacts dont on a parlé, que Jeanne a évoqué tout à l'heure, les contacts qu'avait ce suspect avec notamment le tueur de Magnanville ou encore de Saint-Étienne de Rouvray. Il y a eu également la confirmation d'un contact écrit, de conversation avec l'auteur de l'assassinat de Samuel Paty. C'est vrai que dans son carnet d'adresses terroristes, si on peut formuler les choses ainsi, cet homme a échangé avec plusieurs figures notoires du terrorisme en France. Vous l'avez dit, Larossi Abala, qui a tué 2 policiers à Magnanville, Adel Kermiche, le tueur de Saint-Étienne du Rouvray, mais aussi, on apprend cet après-midi de sources judiciaires, qu'en 2020, cet homme de 26 ans, cet assaillant, il a eu des échanges numériques avec Abdullah Anzorov, celui qui assassinera par la suite Samuel Paty. Alors, pas de quoi, qualifier cet après-midi de cette relation d'importante entre les deux hommes. Néanmoins, voilà, il y a eu des conversations numériques, nous dit-on, entre ces deux jeunes. Voilà qui nous en dit encore un peu plus sur l'imprégnation terroriste, l'imprégnation djihadiste de cet homme. Nous accueillons sur ce plateau Mathieu Vallée, bonjour, merci d'être avec nous, et Pascal Bito-Panelli. Mathieu Vallée, vous êtes porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Un mot, si on a revu ces images de l'interpellation de cet homme. Faut saluer le travail de vos collègues qui sont intervenus. Ce sont des policiers du 7e arrondissement à l'aide d'un taser. Expliquez-nous pourquoi ils ont utilisé un taser et pas une arme à feu. Alors d'abord, dès qu'un témoin a avisé par le 17 police secours, la police, rapidement, nos collègues sont venus sur place. D'abord 2 équipages de nuit du 7e arrondissement qui ont rapidement été rejoints par un équipage de la brigade territoriale de contact du 15e arrondissement. Et donc ce sont ces policiers expérimentés, aguerris de cette police de proximité nouvelle génération qui sont arrivés avec leurs tasers et leurs armes de poing, qui ont fait face aux terroristes islamistes qu'on voit sur vos images, qui avaient un marteau à la main, qui les a menacés et qui a d'ailleurs crié « Allah Akbar ». Et derrière, on a des policiers qui, dans cette situation, ont jugé le taser comme l'arme la plus adaptée pour neutraliser cet assaillant qui n'allait pas au contact sur eux, qui ne se jetait pas sur eux avec le marteau en l'air ou pour les toucher ou les atteindre. Et donc, je veux pas non plus qu'on laisse croire dans la tête des gens qu'avant on avait des policiers sanguinaires assoiffés de sang qui utilisaient leur arme à feu pour se faire plaisir. Non, quand les terroristes représentent un danger imminent et qui peuvent attenter à la vie de nos collègues, notamment par des armes comme des Kalachnikov, comme on l'a vu en novembre 2015 ou dans l'année 2015, l'année noire des attentats en France islamistes, on a des policiers qui utilisent des armes de poing et aujourd'hui des armes de guerre. Là, que ce soit à Arras le 13 octobre 2013 face à ce terroriste qui avait assassiné Dominique Bernard, ce professeur au lycée Gambetta, ou hier soir, on a des policiers qui ont jugé que le taser était l'arme la plus adaptée. Mais il faut aussi dire que nos collègues aujourd'hui font de plus en plus mis sous pression et donc doivent en un dixième de seconde décider, agir. Et il faut saluer effectivement leur sang-froid, leur activité, leur professionnalisme qui permet aujourd'hui d'avoir un individu à disposition des enquêteurs et de la justice pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé en amont, voir s'il y a eu des complicités et les éléments tels que Mathias Sesson l'a décrit avant moi. Justement, je rebondis sur ce que vous dites. On va faire la lumière sur tout ce qui s'est passé hier, puisque le parquet national antiterroriste s'est saisi de cette enquête sur ces faits qui se sont déroulés hier soir à Paris. Cet homme qui a attaqué au couteau et au marteau des passants autour du quai de Grenelle et du pont de Bir Hakeim. Les rappels des faits avec Barnabé Auxerre et Clément Gauvin. Poursuivi par 2 policiers, arme en main, un homme tout de noir vêtu recule prudemment. Sur ces vidéos filmées par des témoins, juste avant son interpellation, l'assaillant, ici cerclé de rouge, fait face aux forces de l'ordre avec un marteau tenu dans sa main droite. Quelques minutes plus tôt, il s'en est pris à plusieurs passants en plein cœur de la capitale. L'attaque commence hier soir aux alentours de 21 h dans le 15e arrondissement, dans un quartier touristique à quelques pas de la Tour Eiffel.
L'assaillant, âgé de 26 ans, armé d'un couteau, s'en prend d'abord à un touriste allemand accompagné de 2 femmes et le blesse mortellement au niveau du pont de Bir Hakeim. Un chauffeur de taxi intervient et met en déroute l'homme armé. Il continue son périple sanglant dans le 16e arrondissement, poursuivi par des policiers. Au 20 avenue Kennedy, l'homme frappe à nouveau, blessant à l'œil un touriste anglais. Quelques mètres plus loin, un homme accompagné de sa femme et de son enfant est blessé à la pommette. Les policiers interviennent peu après. Près d'un square, ils ont pu arrêter cette personne, l'interpeller, qui les a menacés très violemment. Et voulant s'en prendre aux policiers, l'un de ces policiers a sorti son taser et par 2 fois a tiré pour neutraliser cet assaillant qui donc n'a pas ses jours en danger. L'assaillant, fiché S, était connu des services de renseignement pour son islamisme radical et souffrait de troubles psychiatriques importants. Une vidéo de revendication a été postée sur les réseaux sociaux et selon des sources haut placées, il s'agit de l'auteur de l'attaque d'hier soir. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Et on rappelle que le procureur antiterroriste donnera une conférence de presse, ce sera à 19h30 pour faire un point donc, sur cette enquête. Il y a aussi la question du suivi médical et psychiatrique de cet homme qui avait un traitement médicamenteux qu'il a arrêté, Laure Westphal. Est-ce qu'il y a eu une faille sur ce suivi de cet assaillant au niveau psychiatrique ? Encore une fois, l'enquête le déterminera si effectivement les traitements ont été stoppés trop tôt ou s'ils ont été stoppés au bon moment, mais il est probable qu'il ait redécompensé une 2e fois, puisque la psychose est une maladie qui peut se déclencher, se redéclencher et se soigner à plusieurs reprises. Bon, ce sur quoi je voulais quand même insister par rapport au profil, c'est que vous disiez, enfin ça a été dit à plusieurs reprises, que c'est quelqu'un de seul, isolé, influençable, etc. Il s'avère qu'on dirait que c'est pas tellement le cas, parce qu'il a quand même été en contact, et il a été à l'initiative de contact avec pas mal de terroristes contact connus. Numérique essentiellement. Hein. C'est pas quand même, en tout cas, il n'est pas complètement isolé dans sa bulle, en dehors de tout ce qui se passe. Il cherche des contacts avec des personnes qu'il idéalise manifestement, des personnes qui sont passées à l'acte comme il a voulu le faire, et il l'a fait également. Donc ça, c'est quand même important de souligner qu'il n'est pas si seul que ça. Par ailleurs, j'ai oublié l'idée. Tout à l'heure, vous vouliez évoquer une question également sur le risque possible que Alors, ce genre de faits se reproduisent dans le contexte que l'on connaît actuellement au Proche-Orient. Exactement. Alors, donc, voilà, cet individu montre qu'il n'est pas si seul, mais d'autres ne se sentent pas si seuls non plus sur la base d'une idéalisation qu'ils partagent avec lui, dans un contexte où certains ont des fragilités et une soif d'idéal. Donc, il s'avère que l'idéal islamiste, là, aujourd'hui, fonctionne pour certains, que plus les gens se sentent en détresse, pour le dire comme ça, en errance et mal, pour le dire aussi généralement, plus ils peuvent avoir tendance à opter pour une idéologie qui fait écho à leurs problèmes, un sentiment d'humiliation et de préjudice comme le dit le discours islamiste. Donc c'est tout à fait probable que d'autres comme lui se sentent interpellés par quelque chose qui leur porte préjudice, et ce qui a le mérite pour eux, en fait, de devenir justiciers là où ils n'avaient l'impression de rien pouvoir faire. Pascal Bito-Panelli, on a aujourd'hui 5218 personnes qui sont au FSPRT, le fichier qui recense les personnes radicalisées. La menace terroriste en France, elle est très élevée et on le rappelle, on est à 8 mois des Jeux Olympiques. Voilà, on constate à travers cette tragédie que le terrorisme, contrairement à, je dirais, à une configuration de guerre classique, ne connaît pas de cessez-le-feu. Pas d'armistice, pas de traité de paix. Nous sommes toujours un cœur de cible du terroriste, tout particulièrement un des principaux cœurs de cible européens. On a beau essayer d'être très efficace. Vous parlez du FSPRT, avec ce fichier, le FIJAT, on a des nouveaux fichiers qui ont été créés en 2015, qui sont performants, qui sont réactualisés en permanence, notamment le FSPRT, Mathieu l'a rappelé ce matin, par le préfet de département. On réactualise, on essaye de mettre sous la loupe des gens, mais ça reste extrêmement compliqué de pouvoir couvrir totalement le terrain avec une possibilité d'anticipation tant documentaire sur les services de renseignement qu'opérationnelle sur le terrain. Alors évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui autour de ce beau plateau
des écrans qui nous entourent. Ça se voit aussi sur l'ensemble de la planète. Et la résonance à quelques mois des Jeux Olympiques est extrêmement négative. On peut bien sûr se poser beaucoup de questions sur la sécurité lors de cet événement, même s'il est, moi je suis toujours quelqu'un d'optimiste, extrêmement travaillé en profondeur par des techniciens, mais on peut se poser beaucoup de questions. Mathieu Vallée, justement sur la préparation des forces de police à l'approche de cette échéance des Jeux Olympiques, mais dans le contexte du plan Vigipirate le plus élevé, on est au niveau le plus élevé maintenant, qui a été réactivé il y a quelques mois. Comment est-ce que vos collègues se sont préparés à tout ce qui va continuer d'arriver et le renfort qui va être demandé alors qu'on les sait déjà épuisés, on les sait déjà en sous-nombre? Oui, je pense qu'en 2025, ça sera à peu près l'année où on pourra espérer respirer un peu, puisque entre les émeutes, entre les attentats, entre la Coupe du Monde de rugby, entre les manifestations sociales du premier semestre 2023, et j'en oublie, on n'a pas été épargné et on est fiers de protéger les Français. C'est vrai que de toute façon, l'année prochaine, on n'aura pas le choix. L'année prochaine, ce qui sera en jeu, ça sera l'image et la fierté d'être Français dans le monde entier. 1 milliard de téléspectateurs lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Un cadre jamais utilisé, jamais mis en place et inédit, notamment la Seine, 6,4 km de parcours entre la porte de Bercy, je schématise pour ceux qui ne sont pas parisiens, et jusqu'au Trocadéro, à quelques encablures du pont de Bir Hakeim, où il y a eu la première victime touriste allemand hier soir des mains de l'assaillant au couteau. Et donc c'est vrai qu'on va avoir tous les policiers et gendarmes qui n'auront pas de congé, et en juin, et en juillet, et en août. On est en train d'en discuter avec notre ministère de l'Intérieur. Et puis derrière, on aura effectivement des gendarmes mobiles, des CRS qui seront mobilisés, et des policiers de province qui renforceront la capitale, puisqu'on aura aussi la sécurité privée, plus de 20 000 agents qui sont attendus pour pouvoir sécuriser les sites, les épreuves, les établissements. Et derrière, on aura aussi les militaires de sentinelle, tels qu'ils le font déjà actuellement pour protéger les établissements sensibles et lutter contre le terrorisme, qui seront également engagés. Donc tout ça pour dire aux Françaises et aux Français qu'on sera pleinement mobilisés et qu'il n'y aura pas de risque zéro. Par contre, on aura le RAID, le GIGN, la BRI, la préfecture de police de Paris aussi, qui travaille main dans la main et qui d'ores et déjà, depuis quelques mois, préparent leur coordination pour pouvoir intervenir rapidement, mais aussi tous ces policiers, comme ceux que vous avez vus hier, qui font le matin une intervention pour protéger une femme victime de violence conjugale, l'après-midi qui vont sur un accident de voie publique, le soir qui font des cambrioleurs, et en début de soirée qui font un terroriste islamiste qui vient de tuer une personne et en blesser 2 autres. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le travail ne manque pas et on est pleinement mobilisés. Et encore une fois, les Jeux Olympiques, c'est pas la Coupe du Monde de rugby, c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas l'Euro 2024 qui aura lieu aussi en juillet, juste avant les JO, et sur laquelle la France sera évidemment engagée. Et je rappelle aussi qu'en janvier 2024, personne n'en parle, mais il y a la CAN, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, où malheureusement, lorsqu'on a certaines équipes qui arrivent à un certain niveau, où on est content pour ces pays, il y a parfois des incidents en France qui engagent aussi les forces de sécurité intérieure. Donc je vous disais, 2025, c'est à peu près l'horizon qui s'éclaircira pour nous et sur lequel on espérera souffler un peu après ces 2 années intensives, sans parler de tout ce qui a été fait avant par nos collègues et nos camarades de la gendarmerie. Sur cette attaque hier, on rappelle, donc il y a un homme qui est décédé, un homme allemand d'origine philippine, et il y a eu 2 blessés qui vont bien. Leur état de santé est bon selon le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Mais il y a forcément pour ces 2 blessés, pour tous les témoins, les passants qui étaient autour, il y a eu un choc et on imagine que ça va être très difficile de s'en remettre. Alors, il y a eu un choc. Tout choc ne provoque pas forcément des effets post-traumatiques à long terme, mais c'est précisément ce qu'il va s'agir d'éviter en proposant au plus tôt une prise en charge, peut-être CUMP, cellule d'urgence médico-psychologie pour certains. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont vécu ça, qui ont vu cette horreur et qui ont pu s'identifier, avoir peur pour eux, il y a tout ça qui se mélange. Il va s'agir pour eux d'en parler le plus tôt possible, s'ils le peuvent. Certains ne parlent pas tout de suite de ce genre de choses, ne peuvent pas le faire tout de suite, mais il s'agira de proposer une prise en charge à court terme et puis aussi à long terme pour éviter la chronicisation de certains troubles du type des cauchemars, des flashbacks, des insomnies qui peuvent être d'autant plus prégnantes lorsque ça se répète en fait. Merci avocate, vous restez avec nous évidemment, on reparlera de cette actualité dans notre prochain journal. On rappelle tout de même qu'il y a à l'heure actuelle 4 gardes à vue, donc la garde à vue du suspect et de 3 de ses proches, mais également dans le reste de l'actualité, il y a Valentin, 15 ans, qui a avoué avoir tué ses parents, l'adolescent qui avait été retrouvé hier dans l'Hérault à Montpellier, 5 jours après l'incendie de la maison de Châteauvillain en Isère et la découverte donc, de 2 corps calcinés, le corps donc, de ses parents. Il se trouve actuellement, Valentin, en
en garde à vue. On en parlera un peu plus longuement dans notre prochain journal. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Nous allons bien sûr revenir largement sur cette garde à vue qui se poursuit pour ce suspect de l'attaque au couteau hier à Paris. Il était radicalisé, fiché S. Il avait été condamné à 4 ans de prison en 2016 pour un projet d'attaque. En garde à vue, il évoque notamment la persécution des musulmans en Palestine et a dit vouloir mourir lors de son interpellation. 3 de ses proches sont également en garde à vue et on parlera aussi de son profil psychologique. C'est un suivi, il avait un suivi médicamenteux qu'il avait arrêté. Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. Votre programme avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. L'émission qui va vous réconcilier avec la politique. Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche. À 18h, le grand invité de la semaine répond à toutes les questions. Le but de l'ennemi est d'abord de nous fragmenter le peuple. J'essaye dans les questions que je vous pose de comprendre ce qui traverse la société française. C'est un poison très lent, l'inflation. Et le principe de réalité, il est menaçant. Ce que vous voyez autour de vous. Toutes les maisons sont quasiment impactées. On est dans l'urgence. À 19h, un débat plein de panache entre 2 visages de la politique française. La politique, c'est que du courage. Et on dénonce par des mots, mais il y a aussi des actes. Je voudrais qu'on parle de solutions. C'est le même combat. C'est pas tous les jours dimanche. Présenté par Benjamin Duhamel. Chaque dimanche, de 18h à 20h. En direct sur BFM TV. Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. I am Invictus. I am. I am. I am. I am. Le parfum masculin. Invictus de Rabanne. Un compte, une carte et des placements. Rejoignez la révolution financière Rain. Et découvrez une nouvelle façon de gérer votre argent. Rain.finance. Chez LDLC, que vous repartiez avec un ordinateur, une enceinte, une console de jeu ou la dernière tablette à la mode, LDLC garantit tous vos cadeaux 3 ans au lieu de 2. Et même sur les plus grandes marques. Rendez-vous chez LDLC ou sur ldlc.com. Dans quelques secondes, mon cousin va croire qu'il rêve encore. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot de près de 210 millions d'euros. Découvrez le t-shirt Perco qui soulage le dos. Grâce à l'action de ses tenseurs, ce dispositif médical vous invite à vous redresser pour renforcer vos muscles. Il accompagne vos mouvements en toute discrétion. Et pour vos nuits, essayez le matelas Perco qui soulage le dos. Conçu avec des professionnels de santé, il soulage vos points de tension et réduit les contraintes sur votre dos. 87% des utilisateurs déclarent avoir réduit leur douleur. Profitez du Black Friday sur perco.com. Perco. Libérez votre dos. Joyeux Noël, mon grand. C'est pour toi. C'est un reconditionné. On dirait pas, non? Mais c'est le Père Noël qui s'en charge. Et papy. Mettez un peu de magie et beaucoup de reconditionné dans vos cadeaux. Orange. Avec Comme J'aime, vous allez perdre du poids pour moins de 4 € par repas. Oui, moins de 4 € par repas. Vous allez manger du couscous avec un entremets au chocolat ou encore des lasagnes avec une crème brûlée. Les gens qui hésitent à faire le programme Comme J'aime, franchement, il faut se lancer. Peut-être ils trouvent que c'est une question de budget, mais en réalité c'est faux. Entre les courses qu'on ne fait plus et les plats complets, on s'y retrouve vraiment. Alors pour perdre du poids avec de délicieux repas à moins de 4 €, rendez-vous sur commej'aime.fr ou appelez le 0800 37 37 37. C'est mon père qui a été choisi pour porter la flamme olympique. Lui-là, même qu'elle vient de Grèce. Ça se peut pas. Elle passe par toute la région de France. Jusqu'à Paris. Ça se peut pas. Pour que les Jeux de Paris 2024 brillent dans toutes les régions, Je vois que ça se peut. Caisse d'épargne est parrain officiel du relais de la flamme olympique. Caisse d'épargne, vous êtes utile. À Noël, offrez un livre photo personnalisé à ceux que vous aimez.
Créez-le facilement sur cv.fr. Chez Feu Vert, le vrai super pouvoir de nos experts, c'est le pouvoir d'achat. La preuve, on recycle votre ancienne batterie de voiture et pour l'achat d'une nouvelle, on vous offre un bon d'achat de 15 €. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Voilà à quoi je rêve, voilà, ah oui sans trêve, voilà à quoi je rêve sans trêve. Galeries Lafayette, le grand magasin de tous. Véro et Roger ont trouvé leur voiture avec, comment dirais-je, décontraction. Oui, parce qu'ils sont à la retraite et ils adorent glander partout. Sauf que pour aller glander, il leur fallait une belle titine, comme a dit Roger. Mais laquelle choisir, mon doudou, lui a répondu Véro. T'inquiète pas, dit Roger, on va pouvoir continuer à glander car on sera bien conseillé par La Centrale. La Centrale. Vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est Noël. Ah oui, je suis au courant, merci. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec Freeflex, ils vont étaler le paiement de leur téléphone en plusieurs fois pour les mettre sous le sapin. Et donc? Bah, elle est où la magie de Noël? Donc nous, on s'est dit que nos téléphones, on les ferait livrer par des reines. Par des reines? Et on faire comment en arrivant chez les gens, hein? Ils vont taper les codes avec leurs papates? Je sais pas s'ils ont été dressés pour taper des codes. Un jour, peut-être, Rive fera mieux que Free. En attendant, avec Freeflex, le Samsung Galaxy Z Flip 5 est à prix Free. Merci Free. Scandale. Et Scandale pour hommes, parfum de Jean-Paul Gaultier. Rien ne résiste à la nouvelle Peugeot i308 100% électrique. Disponible à partir de 230 € par mois seulement. Non mais attendez, c'est bien gentil de dire aux Français de mieux manger, mais encore faut-il qu'on leur permette. Quand ce n'est pas le manque de temps pour cuisiner ou l'origine des produits, c'est l'inflation. Aujourd'hui, ça devient difficile pour une grande partie de la population de se faire plaisir. Voilà. Juste braisée avec un filet de citron quand elles deviennent fondantes et vous m'en direz des nouvelles. Quand on travaille chez Leclerc, on ne travaille pas que pour Leclerc. Comme nos vendeurs de fruits et légumes, qui défendent chaque jour tout ce qui compte pour vous. Découvrez toutes nos offres d'emploi sur www.recrutement.leclerc. Leclerc. Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. Votre programme avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. Une belle connexion entre nous. La météo avec SFR et du service client de l'année pour la 2e année consécutive. Votre météo avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale pour sortir son logement du statut de passoire thermique. Groupe Verlaine, le climat de confiance. La douceur va revenir en coup de vent la semaine prochaine. Le coup de froid aura été conséquent, en tout cas ce week-end ici. Moins 12 degrés du côté de la Bresse, dans les Vosges, aux alentours des 1000 mètres. Les lacs sont déjà figés. On est tombé encore plus bas dans le Massif central en direction de la Haute-Loire, jusqu'à moins 17 degrés enregistrés. Donc là aussi aux alentours des 1000 mètres. Ces températures vont très légèrement remonter. Vous voyez les plus fortes gelées enregistrées en agglomération cette fois-ci. La nuit dernière, moins 8 à Nevers, moins 2 degrés à Paris, à Toulouse, moins 5 à Montpellier. C'est le seuil de forte gelée. On l'atteint seulement une fois tous les 2 ans, notamment du côté de la place de la Comédie à Montpellier. Alors peu à peu, les températures vont remonter, mais c'est la pluie qui arrive avec aussi pas mal de vent. Ce lundi sera une journée assez agitée et on pourrait encore avoir un peu de neige en tout début de matinée, le long des frontières du Nord, principalement quelques centimètres supplémentaires. De quoi blanchir les sols dans les Hauts-de-France ou alors dans le Grand Est. Il y aura des pluies verglaçantes sur les régions centrales. Prudence donc si vous circulez, peu à peu avec le redoux dans l'après-midi et avec le vent de sud, c'est la pluie qui prendra le relais jusqu'au nord du pays. On aura quelques éclaircies supplémentaires en allant vers l'océan.
temps. Des éclaircies qui vont surtout se concentrer sur le Roussillon. Ce sera probablement la seule exception de cette journée. Les températures très contrastées. Le matin de -4 à Strasbourg jusqu'à 10 degrés à Biarritz. Dans l'après-midi, ça va donc remonter. On va se rapprocher des moyennes de saison avec 9 degrés à Paris et jusqu'à 15 degrés notamment à Perpignan. Ce redout va donc se confirmer dans les jours qui viennent. Peu à peu, on va retrouver des températures au-dessus des moyennes d'ici à la fin de la semaine prochaine. Ce mardi, les pluies vont remonter vers le nord du pays avec encore beaucoup de vent. Mercredi, on va faire une courte pause entre deux passages pluvieux, mais dès jeudi, le défilé reprendra. À l'ouest, puis vendredi, à l'est du pays pour notre prochain week-end. Ça va rester perturbé, mais ce sera quand même assez doux. On ne parlera plus de gelée cette fois-ci et dans l'après-midi, notamment dimanche, vous compterez souvent de 10 à 15 degrés. Une belle connexion entre nous. C'était la météo avec SFR, élu service client de l'année pour la 2e année consécutive. C'était votre météo avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. C'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Bientôt 16h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, la garde à vue du suspect de l'attaque qui a fait un mort et 2 blessés hier soir à Paris a commencé aujourd'hui et 3 proches du suspect sont également désormais en garde à vue. On apprend plus sur le profil du suspect, un jeune Français radicalisé en contact avec d'autres djihadistes. Il évoque notamment la persécution des musulmans en Palestine comme motif à son passage à l'acte. Une réunion sécuritaire aura lieu à 18h30 à Matignon, en présence notamment d'Elisabeth Borne et de Gérald Darmanin. Et le procureur antiterroriste s'exprimera, lui, dans la soirée. L'homme souffre de troubles psychiatriques lourds. Selon une source police, à compter de mars 2022, il avait arrêté son traitement médicamenteux en accord avec son médecin. Le 19 septembre 2022, le juge de l'application des peines a ordonné une injonction de soins. Le médecin coordonnateur ne concluait pas à la nécessité de reprendre un suivi médicamenteux. Aucune dangerosité d'ordre psychiatrique n'était identifiée au terme du dernier rapport en avril dernier. L'attaque a fait des victimes. Un touriste âgé de presque 24 ans tué hier, un Allemand d'origine philippine. Et puis il y a eu également 2 blessés, un Britannique blessé à l'œil droit et un homme blessé à la pommette qui se promenait avec sa femme et son enfant. Les 2 blessés sont en bonne santé selon le ministre de la Santé. Et puis dans le reste de l'actualité, le fils des 2 personnes découvertes mortes lundi, brûlées à leur domicile en Isère et dont a avoué les avoir tuées. Valentin, l'adolescent de 15 ans, a été interpellé hier à Montpellier et placé en garde à vue à Grenoble. Bienvenue donc dans cette édition toujours largement consacrée à cette attaque au couteau hier à Paris. Elle a fait un mort, on vous le rappelle, un jeune homme de bientôt 24 ans et 2 blessés. Le suspect est actuellement en garde à vue. C'est un Français de 26 ans, fiché S, condamné à 4 ans de prison en 2016. Il a effectué sa peine, sorti en 2020. Une peine de prison pour un projet d'action violente à la défense. Un homme qui souffre de troubles psychologiques. Voilà pour le profil de cet homme qu'on va détailler dans un instant. Mais revenons sur cette nuit tragique. Et parmi les témoins qui étaient présents hier soir dans le secteur à Paris, il y avait cette infirmière. Elle a assisté à l'attaque et elle raconte ce qu'elle a vu au micro de Juliane Roland. On a entendu des cris, on a vu donc l'agresseur en fait. Moi j'ai vu qu'il avait quelque chose dans les mains. Sur le coup j'ai dit que c'était un couteau. Je suis presque sûre. Et j'ai vu vraiment de l'agitation. Donc j'ai dit à Mélisse, vite, faut partir. On est parti en courant à l'autre bout du pont, donc on est retourné vers Passy. Et en fait, on s'est dit qu'on allait retourner sur les lieux, sachant qu'on avait vu les gyrophares. Et c'est qu'à ce moment-là, en fait, que j'ai vu que par terre, il y avait cet homme. Il y avait du monde autour, mais donc je leur ai dit que j'étais infirmière, que je pouvais aider. Il y avait une aide-soignante qui tenait la tête de la victime, qui essayait d'arrêter l'hémorragie. Et donc j'ai essayé de prendre un pouls. J'ai pas réussi à trouver son pouls. Et c'est là où j'ai commencé le massage cardiaque en lien avec les pompiers au téléphone que la police avait appelé entre-temps. Et puis après, très rapidement, ils sont arrivés sur place, les pompiers. Et ils ont pris le relais. Donc une fois qu'ils n'avaient plus besoin de nous, on est reparti. En fait, on est rentré chez nous sous le choc.
Voilà donc pour le témoignage de cette infirmière ayant porté les premiers secours après l'attaque au micro de Juliane Roland. Concernant l'enquête à présent, le suspect est en garde à vue. 3 de ses proches sont également en garde à vue donc dans son entourage. Cet assaillant qui se trouve à la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris, dans le 17e arrondissement de la capitale. C'est là qu'on vous retrouve, Jeanne Daudet. Et il parle, ce suspect. Que dit-il ? Eh bien écoutez, on a 2 éléments déjà qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur son passage à l'acte. Déjà, eh bien sa garde à vue elle a commencé très tôt ce matin ici à Paris. Il y évoque la persécution, dit-il, des musulmans, notamment des musulmans de Palestine. Voilà ce qu'il explique aux enquêteurs, une chose qu'il avait déjà précisée lors de son interpellation hier soir par la police. Au moment de son interpellation également, il a expliqué et il a dit à la police eh bien qu'il voulait mourir à la fin de son action à la fin de son action, mourir en martyr. Donc il a été donc placé en garde à vue ce matin, une garde à vue qui pourrait durer au total 4 jours. Là, non, on sait aussi plus sur son profil à ce suspect. Oui, exactement. Cet homme, eh bien, c'est un individu psychotique, solitaire, sans grande vie sociale, qui est instable et très influençable. Et c'est ça aussi qui est important et que les enquêteurs vont creuser, influençable par des connaissances ou bien encore influençable par l'actualité. Et c'est peut-être ça, l'actualité, notamment de ce qui se passe au Proche-Orient, qui a pu déclencher un éventuel passage à l'acte. Cet homme, il est aussi connu des services de renseignement français, de la DGSI. Il est fiché S et il a déjà été arrêté en juillet 2016. Cette année-là, il avait un projet d'action violente dans le quartier de la Défense et puis il avait aussi des relations dans la djihadosphère. C'est-à-dire qu'il avait sur Facebook comme ami l'auteur de l'attaque perpétrée sur ce couple de policiers à Magnanville. Il avait aussi discuté la même année avec la personne qui s'en était pris au père Hamel, vous savez, dans l'église de Saint-Étienne du Rouvray. Et en 2016, cet homme avait aussi des velléités de départ en Syrie. Pour toutes ces raisons, il a donc été arrêté, condamné pour association de malfaiteurs terroristes à 5 ans de prison, dont 1 an de sursis pour de la mise à l'épreuve. Lors de son incarcération, il a été placé sous traitement médicamenteux qu'il continue à suivre lorsqu'il a été libéré en 2020, mais qu'il a arrêté en 2022. Merci beaucoup, Jeanne Daudet, avec Philippe Vigneault, donc devant la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris. En plus de ce suspect, 3 de ses proches sont également en garde à vue. Le point avec Mathias Tesson. Oui, absolument, c'est ce qu'on a appris cet après-midi. Il y a cet assaillant donc de 26 ans qui a été placé en garde à vue hier soir, peu de temps après les faits qui lui sont reprochés. Et puis désormais, 3 autres membres de sa famille, 3 membres de sa famille ont également, de son entourage familial plus précisément nous dit-on, ont été également placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Alors c'est, j'allais dire classique, puisque les enquêteurs essayent d'obtenir le plus d'infos sur cet homme, sur son passage à l'acte, sur la nature de ses liens avec une éventuelle entreprise terroriste. Est-ce que des personnes dans son entourage ont pu le pousser à passer à l'acte? Est-ce que ces personnes de son entourage ont des choses intéressantes à dire dans le cadre de la manifestation de la vérité? Évidemment, c'est pour ça que les enquêteurs interpellent aussi des membres des entourages de ces personnes mises en cause dans des affaires de terrorisme. C'est pour obtenir davantage d'informations, ce qui ne veut pas dire, et c'est important de le souligner, qu'à l'issue de ces gardes à vue, les 4 personnes seront toutes mises en examen pour ces faits de nature terroriste. Il est très fréquent qu'elles soient libérées, ces personnes aussi, à l'issue de ces nombreuses heures de garde à vue et qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. Et on est donc au recueil des informations. Et puis, on apprend également de sources judiciaires que le suspect était en contact avec l'assassin de Samuel Paty. C'était une des interrogations. Oui, on savait déjà que cet homme, ce suspect, il comptait parmi ses amis numériques, entre guillemets, Larossi Abala, le tueur de Magnanville, ça c'était en 2016, qu'il était également en lien avec Adel Karmiche, le tueur du père Hamel, là encore en 2016, et on apprend effectivement de sources judiciaires que cet homme, cet assaillant, était également en contact avec une figure bien connu du terrorisme, avec Abdullah Kanzorov, celui qui a assassiné Samuel Paty.
des échanges, nous dit-on, de nature numérique, des conversations qui remontent à 2020, c'est-à-dire il y a 3 ans, avant le passage à l'acte d'Abdullah Kanzorov. On va revenir avec nos invités en plateau sur ce qui s'est passé hier, notamment Mathieu Vallée avec vous, sur l'intervention qu'il faut saluer de vos collègues, de ces policiers qui sont intervenus non seulement rapidement, mais efficacement, sans faire usage d'armes à feu. Il faut rappeler qu'ils ont utilisé hier un taser et que c'est comme ça qu'ils ont réussi à maîtriser l'assaillant. Oui, d'abord, effectivement, il y a une dame qui a rapidement donné l'alerte, comme quoi un coup de fil peut tout changer. Et lorsque les policiers ont été alertés, on a 2 équipages de la brigade de nuit du 7e arrondissement, une major de police et des jeunes policiers sortis d'école, donc très jeunes dans l'institution, qui sont arrivés sur place, rapidement épaulés par la brigade territoriale de contact du 15e arrondissement. Ce sont des policiers de proximité de nouvelle génération qui, aguerris, expérimentés, ont fait face à l'assaillant. D'abord, en lui intimant l'ordre de lâcher le marteau dont il était porteur et avec lequel il menaçait les policiers en criant Allah Akbar. Il a aussi prétendu être porteur d'un gilet explosif et les policiers ont jugé que le taser était l'arme la plus adaptée vu la situation à laquelle ils étaient confrontés pour le neutraliser. Ça demande beaucoup de sang-froid quand même d'utiliser un taser contre la menace d'un gilet explosif. Ce que je ne veux pas qu'on fasse croire aux gens et qu'on mette dans la tête des policiers, c'est que c'est pas mal d'utiliser son arme lorsqu'il s'agit dans la mission ultime de protéger des vies. D'ailleurs, le cadre légal de la loi de 2017, vous savez, cet article 435-1 du Code de sécurité intérieure permet dans un cadre de péril meurtrier de neutraliser l'assaillant non pas pour se faire plaisir mais pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que dans d'autres situations, les policiers utilisent leur arme à feu parce qu'ils n'ont aucun autre choix en un dixième de seconde pour décider et agir pour protéger leur vie et surtout la vôtre et la nôtre. Et par exemple, sur Arras, effectivement, les policiers, lorsque le 13 octobre 2023, ils ont fait face à l'assaillant qui avait égorgé le professeur Dominique Bernard au lycée Gambetta à Arras, ils avaient aussi utilisé le taser parce qu'ils étaient arrivés dans le dos de l'assaillant. Donc on voit que chaque situation appelle à une réponse proportionnée et adaptée, mais en aucun cas, il faut faire croire que les policiers sont des sanguinaires assoiffés de sang et qu'ils utilisent leurs armes par plaisir. On utilise nos armes pour protéger la population et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes supplémentaires. Hier, il y a eu ce touriste allemand qui est une victime de trop, si j'ose dire, avec ce père de famille ensuite qui a eu un coup de marteau et dont les jours n'ont pas été mis en danger par la suite, comme on l'a appris par votre antenne, et aussi cette deuxième victime qui a été blessée et dont les jours n'ont pas été mis en danger. Pascal Bito-Panelli, la DGSI suivait de près cet homme qui avait donc été déjà condamné à 4 ans de prison en 2016 pour un projet d'attaque terroriste à la défense. Il était donc fiché au FSPRT qui recense les personnes radicalisées et pourtant il a réussi à passer à l'acte. C'était impossible de l'empêcher ? C'est extrêmement difficile, quelle que soit la qualité des enquêteurs et des services, et Dieu sait que les policiers du renseignement, tant de la DGSI que du SRT, de la DRPP et de la DGGN, sont des gens extrêmement performants qui creusent l'ensemble des dossiers. Au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Les forces de police et de gendarmerie ne peuvent pas suivre tous les individus et il est, vous vous en rendez compte, extrêmement difficile, d'une part au niveau opérationnel, de couvrir l'ensemble du terrain et par ailleurs de voir éclore, de voir sortir un profil individuel qui le matin ou le soir décide de sortir avec une arme et de s'en prendre aux citoyens. C'est pour ainsi dire impossible. Et vous vouliez aussi nous donner quelques précisions sur justement cette arme qui a été utilisée, le taser hier. Techniquement, comment ça se passe ? Absolument. Alors, comme l'a dit Mathieu, un grand professionnalisme des forces de police, déjà qui se sont projetés très rapidement. C'est très important de se projeter rapidement parce qu'on sait tous que la courbe de létalité, c'est-à-dire le moment le plus dangereux où il peut y avoir le plus de victimes, qu'une arme blanche, encore plus avec une arme à feu, c'est les premières secondes et les premières minutes. Donc, un travail de discernement et de professionnalisme. Le taser, qu'est-ce que c'est ? C'est un PIE, c'est un pistolet à impulsion électrique. Les policiers ont le taser X26, c'est une arme qui n'est pas nouvelle, qui a été inventée en 1972 par Jack Cover, qui voulait trouver une arme sécuritaire qu'on pouvait utiliser dans les avions. Cette arme-là, elle envoie 2 dards qui, sur la cible, déchargent des milliers de volts. Donc, c'est un incapacitant, un foudroyant de catégorie B6 qui permet, justement, dans ce cadre, de neutraliser un individu et de pouvoir, derrière, permettre à l'enquête, bien sûr, d'aller plus en avant. Il y a une vidéo aussi de revendication. Alors, les enquêteurs, les policiers sont en train de vérifier pour être sûrs qu'il s'agit bien de cet assaillant, mais ils pensent que c'est bien lui sur la vidéo. On va peut-être revoir d'ailleurs la photo de ce profil. On va la revoir. Concernant le passage à l'acte, Laure Westphal, et d'ailleurs le suspect a commencé à en dire quelques mots lors de sa garde à vue, la situation, le contexte au Proche-Orient a pu déclencher son passage à l'acte.
ça peut être un élément déclencheur. Il dit que, notamment, voilà, il parle de la situation des musulmans en Palestine. C'est un point qui peut être pour lui l'élément déclencheur. Oui, j'ajouterais juste un point, c'est que par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, il y a manifestement, mais il faudra le préciser, des problèmes dans la filiation de ce jeune, quoi, qui a changé de prénom, qui s'est converti, qui a manifestement un problème avec le sentiment d'appartenance et d'affiliation qu'il a pu résoudre on revoit la photo, pardon, de la revendication de cet homme. À la communauté musulmane djihadiste, quoi. Et donc ça a pu résoudre en fait des fragilités. Et sur la base de ce qu'il pense être infligé à la communauté musulmane, la Oumma, en fait, ça peut renforcer son sentiment de préjudice et ça peut l'amener à vouloir déclencher des actions de réparation contre ce qu'il pense être des victimes. Donc, en effet, le contexte a pu déclencher ou aggraver ce qui était déjà latent pour lui. Restez avec nous. Un mot bref avec vous, Alexis Cuvillier, pour rappeler également cette réunion sécuritaire qui va avoir lieu dans quelques heures, à 18h30. Oui, exactement, du côté de l'hôtel de Matignon. Le président de la République s'est entretenu ce matin avec Elisabeth Borne, la Première ministre, et avec le ministre de l'Intérieur. Et il a demandé à Elisabeth Borne d'organiser cette réunion qui va donc se tenir, vous le disiez, en fin de journée du côté de Matignon. Il y aura sur la table, autour de la table de la Première ministre, les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Santé, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Aurélien Rousseau, réunis bien sûr tous les trois, on l'imagine, pour aborder les différents sujets qui sont relatifs à leur domaine de compétences dans leurs différents ministères. Le ministre de la Santé, bien sûr, parce qu'il y a ces questions qui sont ouvertes sur le suivi notamment de la santé de l'attaquant. Le ministre de l'Intérieur pour les enjeux de sécurité, ministre de l'Intérieur qui a été très mobilisé depuis le départ, puisqu'il était hier soir dès les premières minutes sur place. Il s'est entretenu, Gérald Darmanin, dès hier soir avec Emmanuel Macron pour faire un point sur la situation. Et puis le garde des Sceaux qui est lui aussi d'une certaine façon visé indirectement par un certain nombre de remarques qui sont faites notamment à droite et à l'extrême droite. Jordan Bardella qui s'exprimait ce matin depuis Florence, le président du Rassemblement national qui veut rouvrir le débat sur la rétention de sûreté, une rétention de sûreté qui existe, qui est prévue dans notre droit, mais que le président du Rassemblement national souhaiterait visiblement étendre. C'est aussi ce que dit, sans évoquer directement cette notion de rétention de sûreté, c'est aussi ce que dit Laurent Wauquiez du côté des Républicains. Notre droit doit enfin permettre de maintenir en rétention ceux qui nous menacent. Je cite les propos du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on sent qu'il va y avoir ce sujet de polémique politique en effet qui est ouvert. Merci beaucoup Alexis. Nous sommes en direct avec Philippe Goujon, le maire du 15e arrondissement de Paris. Bonjour, merci d'être avec nous monsieur le maire. Parce qu'effectivement, cette attaque elle a commencé hier dans le 15e arrondissement au niveau du quai de Grenelle. Quels sont les éléments, racontez-nous ce que vous savez, quels sont les éléments que vous avez par rapport à ce qui s'est passé hier? Eh bien, hier, vers 21h15, nous avons été prévenus d'une attaque au couteau près de la station de métro Bir Hakeim, qui amène un tiers des touristes de la Tour Eiffel vers ce site. Donc je pense que ce n'était pas un hasard si le terroriste a choisi ce secteur qui atteint bien sûr l'image de la capitale, l'image de Paris par la Tour Eiffel interposée et qui sera dans le périmètre de protection des Jeux Olympiques. Philippe Goujon, il faut aussi signaler l'intervention hier de la police et notamment de certains policiers de votre arrondissement, de la BTC 15, qui ont notamment neutralisé l'assaillant. Absolument, je rends vraiment hommage à l'action des forces de police du 7e et du 15e d'ailleurs, qui ont fait preuve d'une détermination, d'un sang-froid, d'un courage et d'une rapidité, d'une réactivité exemplaire pour mettre hors d'état de nuire ce terroriste qui sinon aurait continué son périple mortel et aurait pu faire d'autres victimes. Et ils ont pu le maîtriser alors qu'il menaçait de faire sauter une ceinture d'explosifs qu'il n'avait pas d'ailleurs, et sans se servir de leurs armes létales et en le neutralisant avec un taser. Vous évoquiez les Jeux Olympiques, Philippe Goujon.
évidemment, vous êtes dans un secteur où il y a des lieux symboliques. Vous êtes inquiet avant l'organisation de ces Jeux Olympiques ? Vous savez, je crois que même si nous sommes très déterminés pour l'organisation de ces Jeux, il y a bien sûr une inquiétude de la part de tous les pouvoirs publics, étant donné que ce sera une cérémonie d'ouverture notamment considérable sur les quais, et puis aussi un événement international qui sera regardé par plusieurs milliards de téléspectateurs, et donc qui pourrait éventuellement susciter bien sûr des événements de ce type. Donc il est absolument nécessaire de mobiliser le mieux possible les forces de sécurité, que ce soit police nationale, armée, police municipale, société de sécurité privée, et puis de voir si on continue à accepter cette envergure de la séance d'inauguration qui est sans doute la plus sensible. Comment ont été prises en charge les personnes qui ont assisté de près ou de loin hier à ce qui s'est passé dans votre arrondissement ? Ça a été très rapide. Vous l'avez dit, les forces de sécurité ont une grande réactivité. En quelques minutes, après avoir été prévenus, se sont rendus sur les lieux et ont maîtrisé l'individu. Donc le secteur a continué à avoir sa physionomie habituelle avec beaucoup de touristes. Et les victimes, bien sûr, ont été prises en charge par les services d'urgence. Malheureusement, la victime qui est décédée, et sa femme a été très commotionnée, donc elle a été prise en charge par les services hospitaliers, ainsi que les deux victimes, les deux blessés français et anglais, qui aussi ont été pris en charge immédiatement par des services d'ailleurs psychiatriques et puis aussi d'hospitalisation générale. Merci beaucoup Philippe Goujon d'avoir été avec nous, maire Les Républicains du 15e arrondissement de Paris. Merci d'avoir été en direct sur BFM TV. Ne loupez pas à 18h Laurent Nunez, le préfet de police de Paris qui sera l'invité de BFM TV, ancien coordonnateur du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, et également Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui sera l'invité demain matin d'Apolline de Malherbe à 8h30. Alexis Cuvillier, il y a aussi ce dimanche une réaction de Jean-Luc Mélenchon. Oui, la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui est tombée il y a quelques minutes sur le réseau X. Jean-Luc Mélenchon qui signifie sa sidération et sa compassion pour les victimes après ce qui s'est passé hier du côté du pont de Bir Hakeim. Soins suivis et enfermements médicalisés sont urgents pour réaliser la mise hors d'état de nuire pour ce type de personnes, dit l'ancien candidat LFI à la présidentielle. Manière, lui, de pointer sur ce sujet la question de l'accompagnement de ces personnes qui sont fragilisées psychiatriquement, et Jean-Luc Mélenchon qui donc insiste pour qu'il y ait une question et un débat qui soit ouvert sur ces questions, renvoyant donc un peu lui le sujet du côté du ministère de la Santé et d'Aurélien Rousseau qui s'est exprimé à la mi-journée, le ministre de la Santé, et je vous le disais, qui sera lui aussi aux côtés de la Première ministre à la fin de la journée pour cette réunion de sécurité qui a été demandée par le président de la République. Une prise de parole également du procureur antiterroriste, ce sera à 19h30. On va parler de l'autre aspect également de cette enquête qui commence, celui sur la personnalité d'Armand R. Ce sont notamment ces troubles psychiatriques qui ressortent, des troubles dont il souffre et pour lesquels il était sous traitement, un traitement qu'il a cessé de prendre en 2022. On fait le point dans ce reportage de Pauline Sarafi. Depuis son arrestation et sa condamnation en 2018 pour association de malfaiteurs terroristes, le suspect de l'attaque au couteau commise à Paris bénéficiait d'un traitement médical. À l'issue de sa période d'incarcération, il lui avait été ordonné d'être suivi psychiatriquement. Il avait un suivi qui n'était pas un suivi où il devait être hospitalisé, il devait suivre un traitement. Mais il y a un peu plus d'un an, en mars 2022, il arrête son traitement médicamenteux en accord avec son médecin. Les mois suivants, un juge d'application des peines ordonne une injonction de soins, mais aucune nouvelle mesure n'est prise à son encontre. Ses médecins ne sont pas unanimes. L'arrêt de ses soins a-t-il pu avoir une incidence sur sa détermination ? Il a bien réfléchi où il tapait, d'accord, comment il assassinait le monsieur, comment il allait frapper les autres. Donc, les experts psychiatres vont se pencher là-dessus. Mais si, par exemple, on lui donnait juste un peu d'une benzodiazépine le soir pour qu'il puisse faire dodo, c'est pas un cas psychiatrique. Vous comprenez la différence.
En garde à vue, l'assaillant déclare ne pas supporter la persécution des musulmans, notamment en Palestine. L'enquête devra donc déterminer si les récents événements au Proche-Orient ont pu déclencher son passage à l'acte. Laure Westphal, il va falloir bien sûr attendre l'évolution de l'enquête, d'avoir beaucoup plus d'éléments, mais à ce stade, est-ce qu'il y a eu, selon vous, une défaillance dans le suivi psychologique de cet assaillant ? Encore une fois, il va s'agir d'en savoir plus sur ce qui s'est passé, les ruptures de traitement, pourquoi, de quel traitement il était question, pour quelle pathologie, parce que la psychose, c'est pas assez précis pour savoir exactement de quelle nature était l'évolution de son délire, par exemple. Après, pour ce qui est de la double position, par exemple, de la justice et du pôle médical, par exemple, on peut aussi émettre l'hypothèse, tout simplement, d'un double discours de la part de cette personne. Il faut savoir quand même que la taquilla est quand même quelque chose dont ils font preuve souvent, ces individus, pour justement cacher leur motivation. Et il est aussi possible qu'il ait caché ses motivations pour qu'on ne donne pas suite à un traitement dont qu'il ne voulait pas, en fait. Donc, alors, on parle aussi des cas psychiatriques qui explosent et qui ne répondent pas de leurs actes. Là, effectivement, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a des troubles psychiatriques majeurs, mais c'est quand même quelqu'un de très organisé aussi. Donc, il va s'agir de distinguer dans quelle mesure il ne répond pas de ce qu'il fait, mais dans quelle mesure il répond quand même de ce qu'il fait de façon suffisamment solide, quoi, pour organiser quand même un plan sur plusieurs années, là. Merci beaucoup à vous tous. On précise notamment que donc il y a eu un mort dans l'attaque hier, un mort au couteau qui était âgé de 23 ans. Il allait avoir 24 ans dans quelques jours, mais 2 blessés vont mieux. En tout cas, les bonnes nouvelles venant du ministre de la Santé. Autre actualité forte de ce samedi, c'est celle qui concerne ces 2 corps retrouvés lundi dans leur maison de Châteauvillain dans l'Isère. Eh bien, le fils des 2 victimes, Valentin, a avoué le double meurtre, et c'est à Grenoble que l'adolescente de 15 ans a été placée en garde à vue après son interpellation hier à Montpellier, et il a donc fait ses aveux là-bas. Les détails de Chloé Giraud sur place. Effectivement, et le procureur de la République de Grenoble a annoncé ce matin, Valentin a donc avoué le meurtre de ses parents au cours de cette garde à vue, une garde à vue qui par ailleurs a été donc prolongée de 24 heures. L'adolescent, il avait été retrouvé hier à Montpellier, soit à près de 300 km de son domicile. Ce sont des membres de la section de recherche de la gendarmerie de Montpellier qui l'ont interpellé et qui l'ont immédiatement placé en garde à vue. Ensuite, il a donc été transféré ici à Grenoble après 6 jours de recherche. Ces recherches, elles avaient commencé lundi, donc suite à la découverte de ces 2 corps dans l'incendie de la maison familiale située à Châteauvillain dans l'Isère. Des corps qu'on a retrouvés calcinés par les flammes, mais qui présentent aussi des traces de blessures par balle, et cela fait désormais peu de doute. Il s'agit donc très probablement des corps des parents de Valentin. Une enquête pour assassinat a été ouverte. Pour le moment, on n'en sait pas plus sur les circonstances de ce meurtre. En tout cas, le jeune homme devrait donc rester en garde à vue jusqu'à demain matin. Et ensuite, il devrait être présenté à un juge d'instruction qui décidera des suites à donner, c'est-à-dire un placement en détention ou non de l'adolescent. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, BFM Story Weekend avec Léopold Debert qui reviendra sur cette attaque au couteau qui a fait 1 mort et 2 blessés hier soir à Paris. Au revoir.